Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de Santé Mag. Ce soir, nous parlons d'une maladie qui touche beaucoup de femmes. Près de 15 000 nouveaux cas de cancer du sein sont enregistrés chaque année chez nous en Algérie. D'ailleurs, si octobre se teinte de rose, c'est pour nous rappeler l'importance de la prévention, un maillon essentiel pour lutter contre cette maladie qui se propage à une vitesse inquiétante, mais qui peut guérir si elle est détectée suffisamment tôt. Avec mes invités, on prendra le temps de vous expliquer qu'est-ce qu'un dépistage, quelle est l'importance du diagnostic précoce et quels sont les traitements disponibles chez nous. On évoquera également cette dimension psychologique du cancer qui continue à parler des familles. Quel regard porte notre société aujourd'hui sur cette maladie? C'est d'ailleurs la première question que je poserai à mes convives. Mais avant, je devrais d'ailleurs les présenter. J'ai le grand plaisir de recevoir ce soir professeur Gendouz Hamida. Vous êtes chirurgienne spécialisée dans le cancer du sein au niveau de la clinique des Orangers. Bonsoir. Bonjour madame, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie d'être parmi nous. J'ai également le grand plaisir de recevoir un habitué de l'émission ce soir, docteur Abbas Mejdel. Vous êtes radiologue libéral. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie à vous deux de venir sensibiliser à ce sujet très important qui touche beaucoup de femmes, comme je disais à l'instant. Alors pendant longtemps, le cancer, d'une manière générale, le cancer du sein particulièrement, a sonné comme une condamnation. On disait même pas son nom, on dit Hadak al-Mard, professeur. Quel regard porte aujourd'hui l'Algérien sur cette maladie? Est-ce qu'on finit par l'accepter? Effectivement, c'était un sujet à la limite tabou. Les gens n'en parlaient pas. Il m'est arrivé, vous savez, d'opérer une malade, de lui poser la question, est-ce qu'elle a des antécédents dans la famille de cancer du sein? Elle disait non. Alors que moi, je savais pertinemment que j'avais opéré des membres de sa famille. Donc ça se cachait, ça ne se parlait pas. Mais je pense qu'il y a eu un changement de la mentalité dans la conception et dans l'acceptation de cette maladie. Maintenant, les gens parlent aisément. Et d'ailleurs, quand elle vient avec un diagnostic établi par mes collègues scénologues ou radiologues avec un diagnostic de cancer, elle rentre chez moi, elle me dit j'ai un cancer du sein. Le mari est devant elle, les parents ou la famille aussi est devant. Ils ne sont pas choqués, ils ne sont pas terrifiés par ce mot. Je pense qu'il y a eu une nette amélioration du concept dans la communication. Dans la communication. Oui, et si on est là aussi, c'est un peu pour secouer justement les consciences collectives et de dire que le cancer n'est pas une condamnation. 15 000 nouveaux cas chaque année à peu près, c'est un chiffre approximatif. Le cancer du sein est incontestablement le premier sur le triste podium des cancers chez nous, avant celui du poumon et celui du côlon. Est-ce qu'on assiste réellement à une explosion des cas ou bien parce qu'on dépiste plus, on trouve plus, docteur Mejdel? Si, il y a effectivement une augmentation nette du nombre des patients atteints des cancers en général et du cancer du sein, particulièrement pour le sujet d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on dépiste beaucoup plus. C'est vrai que ces dernières années, le travail médiatique qui est fait autour du dépistage apporte un peu ses fruits et on voit un engouement vers le dépistage du cancer du sein, notamment pendant le mois d'octobre, mais tout au long de l'année, on voit de plus en plus de femmes qui viennent nous voir uniquement pour dire voilà, je voudrais faire une mammographie pour voir ce que j'ai un cancer ou non, carrément. Mais le constat est effectivement une augmentation du nombre des nouveaux cas de cancer, du cancer du sein. La question reste posée, pour quelles raisons? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre société pour que l'on arrive là? Oui, peut-être pas uniquement notre société, parce que c'est mondial, quand on parle de cette explosion, justement. Aujourd'hui, on parle à peu près de 7% d'augmentation de cas par an. On prévoit quelque chose comme 18 000 nouveaux cas à l'horizon 2025. Est-ce qu'on a une explication, professeur Gendouz? Oui, effectivement. On assiste un petit peu à un changement du mode de vie dans notre société. En dehors de l'âge, qui est un facteur de risque, il y a la femme qui prend de l'âge et donc à partir de 40 ans, elle devient plus susceptible. C'est une prédominance féminine. C'est vrai qu'il y a seulement 1% des hommes.
Mais il y a des facteurs aussi qui déclenchent, qui ont fait qu'on voit de plus en plus ce genre de maladie. Parmi ces facteurs, vous savez, le changement de mode de vie, la femme algérienne, elle fait de plus en plus d'études, elle se marie tard, elle n'a pas d'enfants comme avant, beaucoup d'enfants, elle a tendance à aller témoin, elle a tendance à prendre des contraceptifs à un jeune âge. Quand on avait fait notre étude, quand j'étais au Centre Pierre et Marie Curie, sur les 600 femmes qui avaient moins de 35 ans, vous savez qu'on a trouvé 60% de ces femmes qui prenaient déjà des contraceptifs oraux avant 35 ans. Donc c'est quelque chose, c'est un mode de vie qui fait un peu peur, sans compter le tabagisme qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre pays. Vous n'avez qu'à rentrer dans une pizzeria, vous allez voir qu'il y a beaucoup de femmes qui fument quand même. Il y a le fait d'être stressé, de vivre un peu un mode de vie occidentalisé, sans compter le côté héréditaire. Vous savez que 10% sont dus à un cancer héréditaire. Et en Algérie, vu que la femme jeune, c'est 10%, voire 12% des cancers du sein ont un âge moins de 35 ans, 20% en moins de 40 ans. On va revenir sur cet aspect justement de rajeunissement, de l'atteinte par cette maladie. Alors quand on parle aussi, professeur Guendou vous a parlé un peu des facteurs de risque, on parle aussi aujourd'hui de notre alimentation. Clairement, notre alimentation aujourd'hui est une cause, la sédentarité aussi, docteur Mejdel. Quand on parle de ces 7% d'augmentation chaque année en Algérie par exemple, et on parle de 18 000 cas d'ici l'horizon 2025, est-ce que ça peut être évitable finalement ou pas ? Alors, oui, évitable, oui. Et l'axe principal pour éviter cette augmentation du nombre c'est la lutte contre les facteurs de risque. C'est agir justement sur ces facteurs. Agir, effectivement. Nous sommes entourés de facteurs cancérigènes, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, nous sommes entourés de facteurs cancérigènes dans notre alimentation, dans nos assiettes, ce que nous mangeons comme sucre, comme matière grasse, comme colorants alimentaires, comme additifs, comme perturbateurs endocriniens, effectivement. Tout cela sont des facteurs de risque de développement de cancer, et notamment le cancer du sein. Et comme l'a dit le professeur, les habitudes toxiques, le tabac qui prend beaucoup d'espace parmi la gente féminine, la consommation d'alcool aussi, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Et si on veut agir sur ces chiffres-là de façon positive, il faudrait lutter sur ces axes-là. Il faudrait faire un travail sur l'éducation nutritionnelle alimentaire de la population, sur la lutte contre les consommations toxiques, et tout ça se fait tout au long de l'année, et ça doit être l'effort de tous les acteurs de la société. Oui, absolument. Alors vous le disiez à l'instant, professeur, l'âge moyen du dépistage chez nous, c'est 40 ans. On en reparlera tout à l'heure à l'occasion du dépistage. Malheureusement, on a reçu déjà sur ce plateau même, la plupart des femmes qui ont été touchées par le cancer l'ont été avant 40 ans. Est-ce qu'on est clairement devant un rajeunissement justement de l'âge du cancer du sein chez nous ? Je ne dirais pas rajeunissement, mais on a plus de femmes jeunes par rapport aux pays occidentaux. 2% de femmes moins de 35 ans en Occident, on est à 12% ici. Énorme. C'est quelque chose, c'est énorme. Donc il faudrait peut-être faire des études concernant pourquoi l'âge est aussi jeune dans notre population. On peut dire que c'est une population jeune aussi. Peut-être que, comme il l'aurait dit M. Bendib et professeur Zitouni, que lorsque la population algérienne va avoir tendance à vieillir, on va aller vers un avancement de l'âge. Mais pour le moment, c'est des chiffres qui sont inquiétants. Mais est-ce que vous, par exemple, dans votre pratique, vous voyez beaucoup de personnes touchées par cette maladie? Est-ce que ce sont des sujets qui sont, j'ai envie de dire, des profils à risque avec un facteur héréditaire particulièrement, c'est ça? Effectivement, presque 20% de nos jeunes qui ont moins de 35 ans, vous trouvez, même si vous ne trouvez pas la mutation génétique, vous trouvez des antécédents très chargés. C'est une famille à risque. Elle vous dit, j'ai 3-4 cousines, une tante. C'est ce qu'on fait. On calcule un score de Heisinger et on les cible, ces familles-là. C'est pour ça que ça va retentir aussi sur le type de dépistage. C'est la question que j'allais poser justement à Dr Mejdel. Est-ce qu'on a compris aujourd'hui que ce sont ces jeunes femmes qui ont moins de 35 ans, peut-être même plus jeunes, c'est-à-dire
c'est j'ai envie de dire, un terrain héréditaire et qu'ils ont une prise en charge particulière avec un effet d'anticipation. Est-ce qu'on l'a compris, cela ? Sur le plan scientifique, c'est connu, c'est-à-dire sur le terrain. À partir du moment où une femme elle est diagnostiquée cancer du sein à un âge précoce, on a même vu des cancers du sein à 25 ans. Donc à partir du moment où il y a beaucoup d'antécédents familiaux autour d'une patiente, il faut aller vers un dépistage plus large autour de la patiente. Ça, c'est des données scientifiques qui sont sur le terrain, effectivement, mais qui doivent être accompagnées sur le plan, j'allais dire, académique, sur le plan conduite à tenir, entre guillemets, officiel, pour créer des circuits de prise en charge pour ces cas particuliers où il s'agit ou bien d'une mutation qu'il faut aller la chercher par une enquête oncogénétique ou sinon aller jeter un œil plus approfondi dans la famille de la patiente. Oui. Je vous invite, messieurs, dames, à regarder un reportage. Comme chaque année, l'association ML, en collaboration avec le Centre Pierre et Marie Curie, dépêche une caravane pour le dépistage du cancer du sein dans les régions enclavées. L'exemple dans le reportage que vous allez regarder à Ouergla, où les femmes ont été nombreuses à se faire dépister. Regardez le compte rendu de Lina Lerari. Avec près de 14 000 nouveaux cas enregistrés annuellement, le cancer du sein arrive en tête des cancers touchant la femme en Algérie et celui qui cause le plus de décès. D'où l'importance de la prévention et du dépistage précoce. C'est dans cette optique que la caravane de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein s'est établie cette année à Ouergla, offrant à de nombreuses femmes la possibilité d'avoir des consultations de dépistage et de recevoir des informations sur cette maladie dévastatrice. Je conseille à toutes les femmes d'effectuer le dépistage du cancer. Grâce à ces caravanes, cela est devenu possible et accessible. Je remercie tous les médecins présents qui nous accompagnent et nous prennent en charge durant la campagne d'Octobre Rose. C'est une très bonne initiative. Je suis venu inscrire ma femme pour qu'elle puisse effectuer son dépistage. Alors exactement 10 ans de dépistage, 10 ans de travail de terrain et quand même, nous avons quand même plus de 25 000 femmes dépistées. 36 wilayas sillonnés et aujourd'hui on est à Ouergla. Nous avons trouvé des cas, mais la chose, au fait, le point positif et d'où c'est l'intérêt justement du dépistage, c'est que nous avons dépisté la plupart à des stades vraiment précoces et là nous avons repris ce qu'on appelle les traitements conservateurs. Les équipes médicales composées d'obstétriciens, de gynécologues et de sages-femmes, piliers essentiels de cette caravane, procèdent à un examen préliminaire des femmes âgées de plus de 40 ans, tranche la plus sujette au risque du cancer du sein. Elles sont orientées vers des centres d'imagerie pour une mammographie. Un accompagnement est offert tout au long d'Octobre Rose, allant du dépistage, la pose de diagnostic jusqu'au traitement, tout en prodiguant des conseils avisés, notamment sur l'autopalpation. Les femmes doivent être donc éduquées, sensibilisées. Les femmes plus de 40 ans, donc quelque chose qui est obligatoire de faire la mammographie. Pourquoi pour le dépistage précoce de cancer du sein. On commence tout d'abord par la mammographie. Après les clichés qui sont juste ici, on les examine et si par besoin, on a besoin de compléter par une échographie, on continue sur l'autre pièce. Alors, et enfin, on classe la maladie selon une classification bien précise et on note ce qu'on doit faire comme conduite à tenir. En cas d'un diagnostic positif au cancer du sein à un stade précoce, on doit commencer tout d'abord par une biopsie qui va confirmer le diagnostic et puis on va l'orienter pour d'autres traitements, comme par exemple la chimiothérapie, la radiothérapie, voire même la chirurgie. Le dépistage du cancer du sein demeure le meilleur rempart pour détecter toute anomalie à un stade précoce, augmentant ainsi les chances de guérison.
Alors, on peut dire que ça reste insuffisant et ponctuel, malheureusement, parce que ça ne se passe que pendant le mois d'octobre. Mais avoir quand même ces images et le flux des femmes qui se font dépister, on finit par dire quand même que cet effort de sensibilisation porte ses fruits, professeur. Oui, on le voit sur terrain. On le voit. D'ailleurs, je vous félicite pour tous les médias qui font ces campagnes-là tout au long de l'année. Il n'y a pas que le mois d'octobre. Les femmes nous arrivent quand même à des stades très précoces. Et on est content. On est content de pouvoir conserver le sein et de diminuer le coût de la prise en charge de ces patientes, aussi bien pour l'État que pour la malade elle-même. C'est des arrêts de travail de longue durée, c'est des traitements lourds, accaparants. Donc je pense qu'il y a une amélioration extraordinaire sur terrain, je dis bien. Oui. Alors on parlait tout à l'heure justement de cette dimension du tabou lorsqu'on parle du cancer. On l'a senti de façon plusieurs fois, ne serait-ce qu'en cherchant des témoins pour cette émission, on a du mal finalement à accepter cette maladie et l'acceptation passe par ce moment fatidique qui est le moment de l'annonce, docteur Mchdel. Comment se passe généralement ce moment? Est-ce que vous êtes formés, vous les radiologues, parce que vous êtes les premiers à affronter un malade, sa panoplie de tests et d'examens. Comment ça se passe généralement? Alors, si vous voulez, c'est dans l'ordre des idées. Une fois qu'on reçoit la patiente, quel que soit le problème de santé, en tous les cas, mais le cas particulier du cancer du sein, il faut avouer que c'est un cas assez particulier parce que ça concerne un organe qui est synonyme de féminité et qui est entouré de beaucoup de tabous, d'interdits. L'annonce doit se faire de toutes les façons. On doit annoncer à la patiente qu'il y a une lésion qui nous rappelle un cancer. Mais alors, est-ce que nous sommes formés? Théoriquement, ça fait partie de l'exercice, ça fait partie du travail. On apprend sur le tas, finalement. On apprend avec le temps, on apprend en fait avec l'exercice, évidemment, plus on travaille, plus on connaît un petit peu les réactions des patients et des patientes, mais nous sommes dans l'obligation d'annoncer à la patiente qu'il s'agit, qu'elle est porteuse d'une lésion qui rappelle un cancer et qu'à un moment donné, il faudrait aller faire une biopsie. Le tout, c'est d'englober ce message et d'entourer ce message par un message d'espoir et d'expliquer que ce n'est pas la fin du monde d'avoir un cancer et qu'il y a beaucoup de ressources thérapeutiques qui font que cette maladie va se transformer en une maladie chronique carrément avec laquelle la patiente peut vivre à moyen et à long terme. Alors finalement, il n'y a pas de protocole d'annonce. Ça, on l'a compris. Oui. Est-ce qu'on prend en charge, finalement, docteur Gendou, beaucoup de malades disent qu'on leur a annoncé leur cancer comme si on annonçait une grippe, par exemple, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Est-ce que finalement, on prend en considération cette dimension psychologique, justement, du malade, le profil, comme disait docteur Mchdel? Vous savez que dans ce sens-là, on n'a pas quelqu'un de spécialisé dans l'annonce du diagnostic. Est-ce qu'on se fait accompagner par un psychologue, par exemple, déjà? Non, sur terrain, on n'a pas de psychologue qui coopère avec nous. Et c'est pour ça qu'on se forme, nous, de le faire une fois qu'on a la malade en face de nous. Et en général, on fait cette annonce progressivement. C'est comme il a dit le docteur. On est dans l'obligation de le faire. On est dans l'obligation de le faire, mais on va progressivement. Le fait qu'ils me disent qu'elle est classée quand même suspecte à la mammographie, déjà, on lui annonce une couleur. Et le fait de lui dire qu'elle doit aller vers la biopsie et tout, déjà, c'est une préparation progressive. Une fois qu'on arrive au diagnostic vraiment de certitude, là, c'est un peu le choc, effectivement. On le fait tant bien que mal, parce qu'on est obligé de le faire en tant que thérapeute. Et je préfère le faire moi-même, parce que c'est moi qui vais d'emblée lui annoncer le projet thérapeutique qui l'attend. Donc elle n'attend que ça. Le fait de lui annoncer, de lui dire, voilà, on va conserver le sein, déjà, il y a l'espoir qui revient en même temps. Le fait de faire une mastectomie et de pouvoir reconstruire juste après aussi, c'est une préparation un peu immédiate. Oui. Alors on a parlé tout à l'heure des facteurs de risque. J'aimerais juste qu'on revienne sur une dimension qui me paraît importante. Dire que le facteur de risque peut être génétique, c'est le seul qui suffit à lui seul pour déclencher un cancer, alors que les autres doivent être quand même regroupés ou intriqués, c'est ça, professeur? Quand il y a un facteur génétique, parce qu'il peut être génétique, mais avec une hérédité prouvée, c'est-à-dire une mutation. Lorsqu'on est porteur de cette mutation, il y a 70% de risque de faire son cancer avant 70 ans.
Mais quand il n'y a pas cette mutation qui a été identifiée chez la patiente, ça reste des cancers plurifactoriels. Ce n'est pas la génétique. Même on a beau avoir dans la famille plusieurs membres qui sont touchés par cette maladie, mais on ne peut pas dire qu'elle est héréditaire. Elle reste multifactorielle. Ça veut dire que cette femme, elle a plusieurs facteurs de risque qui vont se regrouper et qui font qu'elle développe un jour son cancer. Mais le facteur génétique, il n'est que de 10 à 15%. C'est beaucoup, 15%. C'est beaucoup, quand même, bien sûr. professeur. Oui. Alors, est-ce que cette maladie est une question qu'on trouve souvent sur la page de l'émission? Est-ce que cette maladie touche également les hommes? Eh bien oui, malheureusement. C'est 1%, c'est vrai. Alors, le principal critère lorsqu'il y a un homme qui est touché, c'est que ça risque d'être le point de départ d'une forme héréditaire et familiale. Lorsqu'on a un homme dans la famille, c'est là on détecte tout de suite un dépistage familial, parce qu'il risque d'être porteur de la mutation, justement. Oui. Alors, vous êtes radiologue, docteur Mechdel. Est-ce que le fait de faire un travail comme le vôtre vous expose plus que les autres, de faire un cancer, par exemple, les personnes qui sont exposées à des radiations, vous ou peut-être les paramédicaux qui manipulent les machines, est-ce que ça les expose? Est-ce que ça aussi, c'est un facteur de risque? Alors, pour répondre à votre question, à l'état actuel des choses, des technologies qui sont utilisées, nous ne sommes pas plus exposés que le reste de la population, parce que, alors je vous explique pourquoi, parce que les technologies ou les machines que nous utilisons actuellement sont toutes dotées de logiciels de réduction de dose. On va utiliser la dose très minimale qui va permettre de réaliser un examen radiologique en général, mais qui ne va pas être nuisible à la personne. Ça d'un côté. D'un autre côté, tout le matériel que nous utilisons est entouré par un dispositif plombé qui ne permet pas la fuite des rayons. C'est-à-dire que même si nous travaillons à longueur de journée dans une unité de radiologie, il n'y a pas de fuite de rayons, nous ne sommes pas exposés à des doses de rayons supplémentaires et qui peuvent être un facteur de risque supplémentaire ou particulier par rapport au personnel. De toutes les façons, tous les personnels de la radiologie sont porteurs de ce qu'on appelle des dosimètres. Les dosimètres sont examinés une fois par un organe spécialisé. Si jamais le dosage des rayons dépasse un certain seuil, le praticien doit impérativement rester au repos une période déterminée. Alors, la question se pose aussi pour les femmes qui font souvent, les femmes à risque qui font souvent des mammographies, par exemple aussi. Est-ce qu'il y a un risque finalement ou non? Il n'y a pas de risque par rapport à l'utilisation de la mammographie. On nous pose souvent cette question, on nous dit voilà, on va aller chercher un cancer, mais on va utiliser quand même des rayons qui peuvent donner un cancer. Donc la réponse est non. De toute façon, les machines actuelles, c'est la même chose. Il y a toujours une réduction de dose. On utilise une très petite dose de rayons qui permet l'analyse de l'image. Et la femme n'est pas exposée à un danger de cancer. C'est une question que se posent beaucoup de femmes, notamment sur la page de l'émission. Les femmes, je précise, les femmes qui font partie donc des femmes à risque et qui sont appelées à faire plus régulièrement les mammographies. Alors, il y a une autre question aussi. On en a parlé tout à l'heure avant l'enregistrement de cette émission. Le stress. Alors, selon l'OMS, il ne s'agit pas vraiment d'un facteur de risque avéré. Mais vous, dans votre pratique, vous avez dit que la plupart des femmes sont des femmes qui ont soumis... Quand on fait l'interrogatoire, c'est des femmes qui se font souvent soumises au stress. Ça mérite quand même une petite enquête dans ce sens. Parce que c'est pas normal, lorsqu'on pose la question, elles ont soit des problèmes familiaux, professionnels, elles sont tout le temps sous pression, elles sont tout le temps... Ça, c'est, je vous ai dit, c'est une femme qui commence à s'occidentaliser un peu. Mais si je revenais un peu juste pour l'irradiation, bien sûr. Vous avez raison de poser la question sur le risque d'irradiation. Parce que les femmes, quand je les suis, moi, quand elles ont un cancer du sein, et je leur demande de faire une mammographie annuelle, c'est des recommandations internationales de faire, dans le cadre de la surveillance du sein contralatéral, une mammographie tous les ans. Souvent, elles reviennent vers moi, elles me disent « mais tous les ans, c'est trop, on est irradié, il y a un risque pour nous. » Tout. Non, il n'y a pas de risque, il l'a bien dit, notre confrère. C'est des recommandations internationales. Par contre, l'irradiation est liée pour les jeunes filles qui ont été irradiées, qui ont subi une radiothérapie à un jeune âge, qui avaient 12-13 ans.
elles ont eu une radiothérapie pour une maladie de Hodgkin ou autre chose. Là, c'est des femmes, c'est des jeunes filles qu'on devrait prévenir qu'à l'avenir, après 15 ans, 20 ans, elles peuvent faire un cancer du sein, souvent à un âge jeune. Là, c'est de la prévention beaucoup plus. Oui. Est-ce qu'il y a encore, alors on a vu tout à l'heure dans le reportage, Madame Hamida Keteb, qu'on salue au passage pour le travail énorme que son association et les autres associations, en tout cas de malades du cancer, font, notamment à l'occasion d'Octobre Rose. On a vu que beaucoup de femmes venaient se faire dépister. Est-ce qu'il est encore aujourd'hui, en 2023, exceptionnel de traiter des cancers dépistés ou finalement non, les femmes, il y a beaucoup de cancers qui arrivent à un stade, j'ai envie de dire, précoce, ou c'est l'inverse? De plus en plus de stades précoces. Les années 2010, quand je suis arrivée en scénologie, on avait 50% quand même de cas localement avancés, c'est-à-dire des tumeurs qui dépassaient les 5 cm. Avec un envahissement ganglionnaire, c'est ce qu'on disait avant. Même de la peau, même des inflammatoires. Mais maintenant, je vois que pratiquement 60%, c'est des cas qui ont moins de 5 cm, donc auxquels on peut agir très vite et efficacement. Donc on le voit sur terrain, il y a de plus en plus de stades précoces. Si on devait faire approximativement un chiffre, ça serait... je dirais 60%, c'est des stades qui ont moins de T1, T2, c'est-à-dire cancer précoce moins de 5 cm. 60%. Ce qui est énorme, c'est formidable. Oui. Alors si on arrive tardivement, malheureusement, pour celles qui arrivent tardivement ou à un stade assez avancé, c'est parce que le cancer est une maladie, comme nous le disons souvent, est une maladie insidieuse et qui n'a pas, silencieuse, qui n'a pas de symptômes, qui évolue à bas bruit malheureusement. Mais est-ce qu'on peut rappeler quand même les symptômes ? Et oui, c'est-à-dire on aimerait qu'une femme déjà consulte sans avoir de symptômes, c'est l'idéal. C'est ça le dépistage. Mais c'est pas trop tard. Parce qu'avant on disait si on a des symptômes, c'est déjà tard. Non, pas du tout. Quand il y a un symptôme, c'est souvent une boule qu'elle ressent dans le sein. Donc c'est clair, elle va venir en paniquer. Mais ce que je peux dire, c'est que le fait de palper une boule, ça ne veut pas dire que c'est un cancer. Dans la majorité des cas, c'est quelque chose de bénin. C'est pour ça que je leur demande de se présenter, de consulter. Parfois, c'est plutôt un ganglion qu'elle touche au niveau de l'aisselle. Parfois, c'est des signes inflammatoires. Mais une inflammation, encore une fois, une inflammation du sein ne veut pas dire que c'est un cancer. Ça peut être quelque chose d'infectieux ou un abcès ou autre chose. Donc, souvent, c'est des signes locaux-régionaux, c'est-à-dire soit une masse au niveau du sein, des signes inflammatoires. Parfois, il nous arrive, bien sûr, exceptionnellement, je dirais, très, très rarement, qu'elle consulte pour un autre problème, c'est-à-dire des douleurs osseuses, parce qu'il y a eu déjà une méta au niveau de l'os. Quand on fait le bilan étiologique, on retrouve quelque chose au niveau du sein, mais c'est rare. Mais souvent, 90%, c'est une masse au niveau du sein ou un ganglion palpable. Oui, il y a d'autres symptômes quand même, professeur, on peut les rappeler, un écoulement, un changement de l'aspect du sein. Oui, l'écoulement avec l'ulcération du mamelon. Ça, le fait d'avoir un écoulement, c'est pas tous les écoulements. Les écoulements bilatéraux qui sont... Mais il faut quand même consulter. Voilà, il faut toujours consulter. Mais souvent, nous, ce qui nous fait peur, c'est qu'il soit d'un côté, qu'il y a un seul trou qui saigne, et c'est surtout au niveau... beaucoup plus du sang qui coule par le mamelon, ou bien une ulcération du mamelon. C'est ce qu'on appelle la maladie de Paget. C'est un cancer précoce. La maladie de Paget ne devrait pas avoir quelque chose qui paniquerait la femme. Une maladie de Paget, c'est quelque chose qui est très localisé et qu'on peut traiter par une simple paméctomie. Alors, la douleur, professeur, est-ce que c'est un symptôme? Parce qu'on a tendance à dire dans... Eh ben non. Non, la douleur, souvent, on a dit que c'est une maladie insidieuse, elle est silencieuse, et c'est pour ça que les femmes se font avoir. C'est quelque chose qui fait pas mal, elles sont rassurées, elles la touchent un jour, le lendemain, un mois après, 2 mois après, avec l'espoir peut-être qu'elle disparaisse un jour. Et elle vous dit, ça m'a jamais fait mal, donc je ne me suis pas présentée. Je dirais, il ne faut pas attendre que vous ayez mal, sans avoir quoi que ce soit comme douleur. Quelque chose qui fait mal, c'est plutôt les kystes, c'est plutôt les infections. Mais celle qui fait pas mal, c'est plus inquiétant pour moi. Oui. Alors, les symptômes signifient souvent que quand même la maladie est déjà avancée, c'est ça, à un stade
avancé, d'où l'importance justement de se faire dépister. Il ne faut pas attendre l'apparition des symptômes. Qu'est-ce qu'un dépistage finalement, docteur Mejdel? Alors le dépistage, c'est par définition, c'est un examen dans le cas du cancer du sein radiologique qui est destiné à des femmes qui ne présentent pas de symptômes. Ou sinon, c'est nous qui allons vers les femmes sans qu'il n'y ait de plainte particulière et aller réaliser un examen mammographique pour analyser le sein. Je voudrais donner une information qui serait très très utile et rassurante à toutes les patientes, à toute la population. C'est que dans toutes les anomalies que nous constatons lors d'une mammographie de dépistage, l'écrasante majorité, ce sont des lésions qui sont bénignes. C'est les kystes, c'est les fibroadénomes, c'est les calcifications banales. Le cancer reste minoritaire dans les résultats, dans les anomalies que nous trouvons dans le sein d'une femme lorsqu'on fait un dépistage. Donc il ne faut pas être alarmé. Toutes les femmes beaucoup en tout cas, ont très très peur du moment d'aller faire une mammographie, une échographie. Elles sont terrifiées. Et avant la mammographie, je voudrais attirer l'attention sur l'importance de l'autopalpation du sein. Il faudrait que la femme sache à palper son sein, reconnaître la consistance normale habituelle de son sein et essayer de détecter au mieux les petites modifications, les anomalies, les petites boules qui peuvent apparaître comme ça. D'anormal, tout à fait, d'inhabituel, et qui vont la pousser à aller consulter, à aller faire des examens en rapport avec cette anomalie qu'elle a dû percevoir. Oui, alors on dit que c'est 40 ans, l'âge, c'est ce qu'on écoutait en tout cas tout à l'heure en boucle dans le reportage. 40 ans, c'est l'âge moyen de se faire dépister, mais un peu avant, peut-être pour les sujets à risque, qu'on disait tout à l'heure. Parce qu'il y a des formes familiales. Moi, personnellement, je conseille aux malades, lorsque, par exemple, il y a une maman qui a eu son cancer à 40 ans et qu'elle a des antécédents familiaux, des sœurs, des tantes qui en ont fait, je demande à ce que le dépistage dans leur famille commence plutôt au moins 5 ans plus avancé que le premier cancer le plus jeune. Si elle a eu le plus jeune, c'était 40 ans, les jeunes de la famille devraient commencer à 35 ans. Sauf que 5 ans avant ou 10 ans avant? 5 ans avant, ça suffit déjà. Et puis surtout, il faut être averti qu'il y a des examens particuliers pour ces femmes à risque génétique élevé. C'est plutôt les échographies, parce que c'est des femmes jeunes en général, moins de 40 ans, où on ne peut rien voir sur une mammographie, et c'est les IRM. En général, on peut demander, même on peut aller jusqu'à une IRM pour pouvoir dépister précocement s'il y a quelque chose. Alors, la fréquence d'un dépistage, une mammographie, chaque combien pour les gens qui nous regardent? Tous les 2 ans, c'est l'idéal. Je pense qu'il est d'accord avec tous les 2 ans pour les sujets à risque? Les sujets à risque, c'est tous les 6 mois à base d'un examen clinique et d'une échographie, parce que c'est anodin comme examen, surtout pour les patientes qui ont dans la famille des gens mutés. On demande qu'il y ait un examen clinique tous les 6 mois, une échographie, et si jamais il y a quelque chose qui nous oriente à quelque chose d'inquiétant, on va aller vers une IRM. Oui. Alors, le test génétique n'est pas disponible. Malheureusement, jusqu'à présent. Malheureusement. Alors, la mammographie, donc c'est ça le test de prédilection. On a compris qu'on pouvait faire une IRM pour les sujets jeunes parce que c'est pas visible, parce que c'est des sujets où le sein peut être très dense. C'est ça, professeur. Tout à fait. Alors, une mammographie peut-être pour rassurer aussi, ça fait mal. Petite douleur par compression du sein, mais ce n'est pas une douleur c'est une douleur que la patiente va sentir au moment de l'examen. Dès que l'examen est terminé, la douleur va disparaître. C'est pas une douleur qu'elle va traîner. Est-ce qu'il y a une période peut-être à conseiller ou à déconseiller? Peut-être par exemple la période du cycle, parce que les seins sont un peu plus sensibles, peut-être, professeur? Tout à fait. Oui, bon, pendant le cycle, c'est vrai que les seins sont un petit peu sensibles. Bon, c'est des susceptibilités, on va dire, personnelles. En tout cas, en termes d'échographie, de mammographie, nous ne sommes pas tenus par une période particulière du cycle. Non, mais ça, c'est pour les femmes qui nous regardent. C'est pour les femmes, c'est pour ne pas dire que c'est douloureux, justement, c'est pour rassurer. Moi, je leur dis, une fois que vous sentez votre sein plus souple, plus léger, peut-être après les règles, justement. Après les règles, une semaine après, c'est l'idéal. Oui. Alors, je rappelle, au passage, malheureusement, on parle du dépistage, on incite tout le monde à se faire dépister, mais pour le moment, pas de dépistage organisé en Algérie. Le plus gros, où pratiquement tout se fait aujourd'hui au privé. Vous venez justement d'une institution privée, docteur Mejdel. Mais ce qui est peut-être le point positif pendant ce mois d'octobre, c'est que beaucoup de cliniques
Beaucoup de centres d'imagerie se prêtent au jeu, font des gratuités, c'est ça, aujourd'hui? Des réductions dans les tarifs, effectivement. Oui, absolument. Des réductions, des gratuités parfois, absolument. Oui, non, mais on peut le faire. En fait, c'est ce qu'il faut faire. On profite de ce mois d'octobre déjà pour attirer l'attention des patientes à la nécessité ou l'importance du travail de dépistage, encourager en faisant des réductions, sinon carrément des gratuités, et en même temps essayer de démystifier un petit peu l'examen. L'examen en lui-même, c'est ça. L'examen en lui-même. C'est vrai que les structures hospitalières, elles seules, il est impossible de contenir tout le travail de dépistage au sein des structures hospitalières. Ça, c'est impossible. Il faut aller vers une situation où il y a le concours peut-être de la sécurité sociale. Il n'y a pas de centre de dépistage public. Au jour d'aujourd'hui, il n'existe pas. C'était prévu. C'est des centres diagnostiques. Voilà. C'était prévu, mais il n'existe toujours pas, malheureusement, de centre de diagnostic, de dépistage plutôt, public. Alors, on arrive Toujours, si vous permettez, toujours en restant sur le dépistage, vous savez, on n'a pas de dépistage organisé en Algérie. C'était le projet du plan cancer, espérant qu'il va être concrétisé, où il devait y avoir 3 grands centres, l'Est, Ouest et le Centre. J'espère que ça va être concrétisé. Mais on a par contre ce qu'on appelle le dépistage individuel. Les femmes, grâce à vous et aux médias, grâce à votre sensibilisation, sont de plus en plus médiatisées. Et donc, elles viennent vers nous. Et on a le dépistage ciblé aussi. Quand on a des familles à risque, on les oriente automatiquement vers nos confrères radiologues pour se faire dépister. Oui, c'est le but de toutes les manières des émissions comme celle-ci, mais on est en train juste de dire au passage qu'on attend toujours qu'il y ait un dépistage justement organisé. Alors on arrive au but du dépistage, si on appelle tout ce monde justement à se faire dépister, et on appelle les femmes à se faire dépister justement, c'est pour arriver à un diagnostic précoce. Qu'est-ce qu'un diagnostic précoce finalement? Un diagnostic précoce, c'est une tumeur de 2 cm. L'idéal, c'est qu'elle soit moins de 3 cm, c'est l'idéal. De toutes les façons, maintenant, le traitement conservateur, c'est-à-dire on va conserver le sein, même si la patiente a jusqu'à 5 cm. C'est ce qu'on appelle les tumeurs T1 et T2. On peut aller vers un traitement conservateur. Plus cette tumeur est précoce et elle est prise en charge à temps, on peut conserver le sein. Il n'y a pas que le sein. Même pour les ganglions, au lieu de faire un curage axillaire, on fait ce qu'on appelle la nouvelle technique de ganglion sentinelle. On ne prélève qu'un seul ganglion et du coup, la femme aura moins d'effets secondaires concernant son bras. Donc, moi, je leur dis consultez précocement. Au moins, vous avez ces 2 avantages. Vous conservez le sein et vous conservez un bras qui est normal. Vous pouvez travailler avec et vous pouvez vaquer à votre... Oui, absolument. Donc un diagnostic précoce implique des thérapeutiques plus légères et éviter justement l'ablation. Elle peut éviter peut-être une chimio aussi. Que si elle consulte plutôt, on n'a pas d'atteinte ganglionnaire, on n'a pas de facteur de mauvais pronostic, elle peut même échapper à une chimiothérapie. Oui. Alors, que représente aujourd'hui la chirurgie conservatrice? Vous êtes chirurgienne, professeur Gundouz. Que représente de l'ensemble de la chirurgie? 40%. On est à 40%. On aimerait arriver un jour, comme les pays occidentaux, à 80%. C'est ça notre objectif. Si vous faites le dépistage à temps et qu'on a de bons résultats sur ça, on arrivera, Inch'Allah, à 80% de conservation de ça. Mais avec un risque, quand on parle de la chirurgie conservatrice, est-ce qu'il y a un risque quand même d'une mastectomie de rattrapage ou pas, finalement? Elle y est toujours. Le risque, il n'y a pas de zéro risque. On prépare toujours une femme que lorsque le traitement conservateur qui a été fait n'est pas suffisant, lorsqu'on reçoit les résultats en APAT, qu'il y a une des limites qui n'est pas suffisante là, on peut rattraper toujours par une mastectomie et que même s'il y a une récidive à distance, c'est pour ça que j'aimerais faire passer ce message-là. Souvent les femmes viennent avec une tumeur de 1 cm, mais elles demandent quand même une mastectomie. Elles ont peur du traitement conservateur. Moi, j'aimerais les rassurer. Un traitement conservateur, il a la même survie que la mastectomie. Que je fasse mastectomie ou conservation, c'est la même survie. Il ne faut pas qu'elles aient peur. Même si ça récidive, on enlève le sein, c'est tout. C'est pas le drame. Mais elles ont qu'on a peur justement de la récidive, professeur, c'est ça? C'est une deuxième intervention. C'est tout ce que ça lui coûtera, une deuxième intervention, mais ça ne rajoute pas le danger concernant sa survie.
Moi, j'aimerais les encourager d'aller vers le traitement. Peut-être que ce qui fait peur aussi à ces femmes, c'est le fait, absolument, voilà, c'est peut-être la difficulté d'accès à la radiothérapie, parce qu'on sait aujourd'hui qu'un traitement conservateur nécessite des traitements par radiothérapie, ce qui a toujours été le point noir de la prise en charge du cancer chez nous, malheureusement. C'est-à-dire une tuméroctomie doit être suivie très rapidement par une radiothérapie, c'est ça? Il y a des délais effectivement pour la radiothérapie. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport au traitement conservateur et du diagnostic précoce. Non seulement le traitement, il est plus léger que traiter une tumeur de 1 cm et de 5-6, c'est pas la même chose. Et en plus, le pronostic à moyen et à long terme est meilleur. Et meilleur, c'est-à-dire le chirurgien, le thérapeute va aller dans une logique de guérison. Voilà, il va être curatif dans son action. C'est-à-dire que si on veut dépister un stade très très précoce, c'est pour carrément guérir la patiente, et ce n'est pas un mensonge que de dire qu'il y a des patientes qui ont été guéries d'un cancer du sein parce qu'elles ont été diagnostiquées très précocement et qu'elles ont reçu le pack de traitement. On parle de guérison aujourd'hui, je pensais qu'on ne pouvait pas dire guérison vraiment dans le cancer, on parle plus de rémission. Actuellement, on ose dire que on est positif. Oui, c'est une rémission en long cours. Tout à fait, oui. Après, on transforme la maladie le cancer en maladie chronique, on la suit. Et elles sont nombreuses, les femmes qui ont été... Je reçois des patientes qui ont été opérées il y a 15-20 ans d'un cancer du sein jusqu'à oublier leur maladie. Moi, ça devient... J'ai eu la chance d'assister avec la consultation du professeur Bendib, Allah yarhamou. Il avait des consultations 30 ans après. C'est des femmes qui venaient 30 ans après. Donc ça donne toujours en bonne santé. Toujours en bonne santé. Oui. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle continue à consulter. Oui. Ça, c'est très important. Oui. Alors, on avait dit un mot sur la radiothérapie. Alors, la chirurgie, c'est le traitement de prédilection du cancer du sein. Absolument. Voilà. C'est inévitable. C'est inévitable. Si on est en zone saine, si on a enlevé tout le cancer, il reste quelques cellules qui circulent dans le sang à éteindre. C'est par la chimio, par l'hormonothérapie, par tout ce qui s'ensuit comme traitement systémique. Et bien sûr, la radiothérapie. Vous savez que maintenant, la radiothérapie, le fait qu'il y ait ouverture un peu partout, les femmes sont prêtes à partir au sud pour faire leur radiothérapie. Oui. Elles y vont. Elles n'hésitent pas quand elles veulent garder leur sein. Il y a des gens qui s'endettent aussi pour le faire. Exactement. Oui, pour le faire dans le privé, en attendant qu'il y ait des conventions avec... Tous les moyens sont absolument. Tous les moyens sont oui. Alors, pour revenir à la chirurgie, peut-être pour démystifier justement la chirurgie, c'est à la limite une bonne nouvelle quand on dit que c'est un cancer opérable. Oui, c'est une bonne nouvelle, effectivement. D'ailleurs, je le dis pour les femmes qui doivent avoir une mastectomie. Si elles commencent à pleurer, je lui dis non, il ne faut pas pleurer. Le fait que je vous dise que je vais vous opérer déjà, c'est une bonne nouvelle. Comme vous l'avez dit, ça aurait été le drame si je vous disais non, si vous êtes au-dessus de toute ressource thérapeutique, là, vous aurez peut-être eu peur. Mais là, vous êtes opérable, c'est une chance. Oui. Alors, les traitements adjuvants, vous parlez de chimiothérapie. Quels sont les autres traitements dans le cas du cancer du sein? Il y a l'hormonothérapie, il y a la thérapie ciblée. En fait, tout ça est dicté par le type histologique qu'on a sur la pièce anapathe. Lorsque j'opère, j'envoie automatiquement ma pièce anapathe au pathologiste. Il va me rendre plein de facteurs histopronostiques et sur cette base-là, il va y avoir décision de faire ou pas chimiothérapie, de faire ou pas une hormonothérapie. Une hormonothérapie, c'était des cachets que cette patiente va prendre pendant au moins 5 ans. Au moins 5 ans, c'est un cachet par jour. C'est pratiquement un traitement anodin. Il a quelques effets un peu anodins sur l'os ou sur des effets secondaires vraiment gérables. Et il y a la thérapie ciblée. La thérapie ciblée, c'est quand elle est HER positive, c'est-à-dire qu'il y a un certain récepteur qui est positif dans ces tumeurs-là. Et la femme aura à faire une perfusion tous les 21 jours pendant 18 mois. Donc c'est un traitement qui est, c'est vrai, lent, mais il n'a pas beaucoup d'effets comme la chimio. La thérapie ciblée, elle est moins. Oui. Alors le plan de traitement, finalement, on l'a compris, dépend de la forme du cancer. Est-ce qu'on peut poser un pronostic d'emblée, c'est-à-dire quand on voit déjà à l'imagerie le type de cancer, quand on fait tous les examens nécessaires, est-ce qu'on peut savoir déjà, est-ce qu'on peut déjà poser un pronostic? Bien sûr, oui. Le bilan de la maladie de départ, un de ses objectifs, justement, c'est faire une étude pronostique, une évaluation pronostique de la maladie.
C'est pour ça que je disais qu'un cancer une tumeur qui fait 1 ou 2 cm a clairement d'emblée un meilleur pronostic qu'une tumeur qui fait 5-6 cm. Ou sinon, une tumeur de quelle que soit sa taille avec une métastase au niveau du foie, on peut la prendre en charge quand même. Juste une parenthèse, puisque vous parlez de la taille de la tumeur, il faut dire qu'une tumeur d'1 centimètre, c'est déjà un cancer qui a commencé depuis 10 ans, pour rappeler qu'il est important de se faire dépister. Oui. C'est-à-dire on a le temps en réalité, si on se fait dépister justement. Tout à fait, oui. Au fait, c'est pour ça que, encore une fois, le dépistage est important. C'est pour ça qu'il faut que la patiente adhère à la stratégie de prise en charge depuis le diagnostic, le bilan d'extension, tous les bilans, les examens qu'elle fait dès le départ. C'est justement pour tracer une ligne de traitement. Et pour revenir à votre question, oui, on peut avoir une idée du pronostic. Évidemment, si on pose un diagnostic d'une tumeur du sein avec beaucoup de métastases ailleurs, on a une idée que le pronostic n'est pas très très bon. Mais par contre, le but, c'est de diagnostiquer une tumeur à un stade précoce, de mettre toutes les chances thérapeutiques du côté de la patiente, lutter par tous les moyens. Actuellement, on peut même opérer 1 ou 2 nodules secondaires du foie. Les chirurgiens peuvent le faire et aller de l'avant. Voilà, aller de l'avant. Tout à fait. Quel traitement, justement, puisque vous en parlez, docteur Michdel, quel traitement aujourd'hui propose-t-on pour les cancers avancés ou avec métastase, justement? Le cancer avancé, maintenant, vous savez, on a la surprise de voir quand même des cas métastatiques qui ont une survie assez longue. Moi, dans le cancer du sein. Dans le cancer du sein, j'ai des patientes qui sont suivies pour des osseuses, qui sont suivies chez moi depuis plus de 6 ans. Elles sont bien. Elles vivent avec, elles travaillent avec. Elles n'ont pas de signes parce qu'il y a des traitements pour ça. Il y a ce qu'on appelle les biphosphonates pour lutter contre les douleurs au niveau de l'os. Il y a la radiothérapie ciblée sur la méta au niveau de l'os. Il y a même maintenant, ils peuvent même opérer chirurgicalement et enlever la méta quand elle est unique. C'est pour ça que maintenant, quand on a une malade avec une métastase unique, on peut même opérer les deux en même temps. Mais oui. Professeur Gendouzi, vous me tendez la perche justement parce que quand on voit ailleurs, aujourd'hui on parle carrément d'une révolution dans les thérapeutiques qui sont proposées dans le cas du cancer et du cancer du sein particulièrement. Chez nous, on a beaucoup parlé ces derniers temps de la difficulté d'accès au traitement, la difficulté, on parlait tout à l'heure justement de la radiothérapie. Est-ce qu'on est concerné justement par cette révolution dans les traitements? Vous parliez à l'instant justement des cancers métastasiques en disant qu'aujourd'hui on arrive à les prendre en charge. Oui. Vous êtes positif dans ce sens? Vous pensez qu'on a évolué aussi? Oui, on a avancé même d'un grand pas. Du moment que je viens. Vous savez, s'il y a un petit souci dans la prise en charge de la malade cancer du sein en Algérie, c'est un peu le parcours qu'elle doit mener. C'est vrai que c'est un parcours de combattant parce qu'elle doit se faire diagnostiquer telle part, elle doit se faire opérer ailleurs. C'est une maladie lourde. C'est une maladie lourde, c'est normal. Oui. Mais le parcours patient, il y a déjà un projet au niveau du ministère qui vise à améliorer ce parcours de la patiente pour lui faciliter un peu de se faire diagnostiquer et traiter dans un même centre sans avoir à se déplacer d'un centre à l'autre. Ça, c'est un projet, Inch'Allah, qui va se réaliser. Mais là, avec la révolution, effectivement, on voit les progrès. On voit les progrès du moment qu'il y a des malades qui sont à des stades avancés, que je suis depuis quelques mois, voire quelques années, et qui sont toujours en bonne, je dirais, entre guillemets, en bonne santé. Oui. Une question aussi technique. Est-ce qu'on propose aujourd'hui la reconstruction pour les patientes, la reconstruction immédiate, vous parliez tout à l'heure que la plupart veulent une mastectomie. Oui. Est-ce qu'on propose immédiatement? Est-ce qu'on en parle? Oui, lorsque la femme a un cancer in situ, ce qu'on appelle in situ, ça veut dire qu'on est sûr que cette femme ne va pas faire ni chimio ni radiothérapie après. Lorsqu'on fait la mastectomie, dans le même temps opératoire, on peut mettre une prothèse. C'est vrai qu'on a en ce moment un problème de prothèses pour les acheter parce qu'ils n'y a pas encore, ils sont pas encore disponibles, mais on les faisait quand on en était au CPMC. Ça fait partie de l'activité de routine. Oui, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Docteur Michdel, on parlait tout à l'heure justement de ces patientes qui reviennent même après 30 ans de leur maladie.
important de dire aux personnes qui ont souffert d'un cancer que même si on est en pleine rémission, il faut continuer justement de voir leur médecin, de continuer leur traitement, oui. Ah oui. Ça, il faut sensibiliser les patientes depuis la première consultation et pendant toute la durée de la prise en charge. Il faut leur expliquer que le cancer du sein est une maladie évolutive. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a réussi la chirurgie, tout allait bien pendant la chimio, la radiothérapie, qu'on a stérilisé pratiquement le foyer cancéreux, et qu'on arrête tout, qu'on se dit c'est fini. Non, le cancer est une maladie évolutive. Elle est sujette aux récidives. Le risque de récidive, il est présent. Aujourd'hui, les protocoles de prise en charge et les protocoles de surveillance des cancers en général et du cancer du sein sont bien définis. Il faudrait être à cheval sur ces consultations, sur ces examens radiologiques ou bien biologiques, pour améliorer justement cette prise en charge et pour réintervenir à chaque fois qu'il y a une récidive, trouver le moyen adéquat et le moins lourd qui soit pour réintervenir auprès de la patiente et pour régler le problème de la récidive et de relancer un pronostic meilleur de la maladie. C'est pour ça qu'il faut être très très consciente et bien expliquer depuis le premier jour de l'annonce diagnostique du parcours de la maladie. Oui. D'autant plus que c'est des patientes jeunes. Ça veut dire que l'espérance de vie chez elles est très longue. Donc elle est sûre qu'elle va survivre des années. Donc elle doit être à cheval sur ces Justement, la dernière question, c'était justement que le cancer, malheureusement, continue aujourd'hui encore en 2023 à ébranler des familles. Vous parlez des femmes jeunes ou des malades jeunes. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce sujet? Beaucoup de femmes disent qu'on a peur peut-être de ne pas avoir d'enfants, on n'en parle pas. Elles n'en parlent même pas à leur mari. À leur mari, elles disent pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec leur sein, par exemple, quand on a des symptômes. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes? Moi, je pense qu'il faut qu'elles changent un peu de mentalité dans ce sens, parce que c'est une maladie maintenant qui ne fait plus peur. On a des patientes jeunes, moins de 30 ans, qui se sont faites opérer, qui ont été soutenues par leur famille, par leur mari. Et j'aimerais quand même enlever cette idée dont on répète souvent qu'une fois qu'elle a un cancer, le mari va l'abandonner. C'est pas vrai. Je suis sur terrain, je le vois. Je dirais que 80%... Il faut peut-être les impliquer, justement. Absolument. Ça, 80% de ces hommes-là, je les ai vus pleurer pour leur femme. Ils sont là pour la soutenir, pour la forcer à se faire soigner, pour l'aider dans ce parcours-là. Donc moi, je pense qu'il faut qu'elle enlève cette idée. Avoir des enfants, beaucoup de femmes qui ont été opérées pour cancer du sein ont pu avoir des enfants après. Il y en a même qui étaient... Dire que l'ablation aussi n'est pas une fin, parce que c'est ça peut-être qui est un peu difficile dans cette maladie. Là où le stress est un peu plus important pour le risque de ne pas avoir d'enfant, c'est quand elle atteint les 35-40 ans, le temps de faire un peu... Ces traitements. Voilà, ces traitements, elle est limite. Mais maintenant, il y a la possibilité de faire la préservation des embryons. Voilà. Donc je pense que c'est des choses dont on a fait un grand pas ici en Algérie, et donc on est confiant. On retient un dernier mot, peut-être qu'il y a une vie, même avec le cancer et même après le cancer. Absolument, même après le cancer. Oui. Mais merci, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Cette émission est à présent arrivée à son terme. On continue dans Santé Mac de parler de cancer du sein. Ça sera notre thématique la semaine prochaine. On parlera justement de reconstruction mammaire et de reconstruction psychologique d'une manière générale après un cancer. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Au revoir.